Nombre de véritables cultes secrets sont fondés sur des rites conçus pour invoquer des entités surnaturelles. Au cours des siècles, divers fugitifs et transfuges de ces organisations cachées ont publié des fragments de ces rites et croyances. Il existe des centaines de livres fascinants qui énoncent ces étranges vérités. En outre, il existe une abondance de littérature dite inspirée prétendument dictée par des entités elles-mêmes ou produite par l'écriture automatique. L'OASP est un de ces livres qui a été écrit par un dentiste de New York, le Dr John Ballou Newbrough, en 1880. Il s'agit d'un ouvrage énorme offrant une histoire de la race humaine ainsi qu'une cosmologie compliquée qui, étonnamment, s'est avérée au moins partiellement valable. Il décrit par exemple la ceinture de Van Allen, une ceinture de radiation encerclant la Terre qui n'a pas été découverte avant l'avènement des satellites artificiels. Il contient également de longs chapitres décrivant les sociétés secrètes préhistoriques. La littérature sur les sociétés secrètes décrit de nombreuses matérialisations de démons redoutables qui donnent fréquemment des ordres incitant les adeptes à commettre des actes de meurtre et de subversion politique. Désobéir signifiait la mort, soit aux mains des autres membres, soit aux mains de l'entité elle-même. Ainsi, les ultraterrestres sont vraisemblablement capables de guider et de contrôler les événements humains par le biais d'hommes malfaisants en quête de pouvoir. Un jeune jordanien de Californie, Siran Siran, a étudié les doctrines rosicruciennes de le traitement inspiré du mysticisme. Il a pratiqué l'auto-hypnose et l'écriture automatique, espérant peut-être trouver un moyen d'accéder au pouvoir et au prestige. En tout cas, il s'est retrouvé dans la cuisine d'un hôtel avec un pistolet fumant à la main et le sénateur Robert Fitzgerald Kennedy allongé à ses pieds. Lors de son procès, Siran a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir de cette nuit fatidique après son entrée dans l'hôtel. Des témoins ont déclaré l'avoir vu parler brièvement avec un homme basané qui était peut-être un Mexicain ou un Oriental. Alors qu'il est assis dans la salle d'audience, Siran a parlé tranquillement de la vue d'êtres célestes. Le feu joue généralement un rôle important dans les rites secrets. Les Rose-Croix s'entraînent à fixer la flamme d'une bougie en essayant de faire en sorte que la flamme obéisse à leur volonté. Dans les rites de sorcellerie, on dit que le diable se matérialise dans un feu de joie, s'avançant pour avoir des relations sexuelles avec les sorcières. Le sexe est fortement mêlé aux rites et croyances des cultures, notamment en matière de magie noire et de sorcellerie. Et les enfants de la lune sont censés être produits lorsque le diable ou des démons assortis ont des rapports sexuels avec des femelles humaines. Apparemment, John Parsons et Ron Hubbard ont essayé de produire un enfant de la lune en 1946. Aleister Crowley a envoyé une lettre de colère au chef de la secte américaine Magic, disant « Parsons ou Hubbard ou quelqu'un d'autre est en train de produire un enfant de la lune. Je deviens assez frénétique quand je contemple l'idiotie de ces voyous. » Selon la légende, les enfants de la Lune deviennent des adultes exceptionnellement maléfiques dotés de pouvoirs extraordinaires. Cela ne s'applique pas bien sûr aux enfants de la Lune astrologiques nés sous le signe du Cancer. Dans la tradition ufologique, il existe plusieurs rapports provenant de différentes parties du monde qui décrivent comment de jeunes hommes ont été emmenés à bord de soucoupes volantes et invités à avoir des relations sexuelles avec des femmes blondes de l'espace, aux longs doigts et aux traits orientaux. Cela semble être une variation du phénomène des enfants de la Lune et des succubes qui est si bien connu dans les traditions religieuses et occultes. Ironiquement, les croyances magiques des 5 derniers millénaires sont basées sur les mêmes principes qui régissent la pensée scientifique moderne, à savoir l'étude de la structure atomique et de l'énergie électromagnétique. L'astrologie, précurseur de l'astronomie, était une science très avancée il y a des milliers d'années. Certains calendriers et registres anciens sont si précis et si détaillés que l'on a spéculé sur le fait que les astrologues de l'Antiquité auraient pu disposer de télescopes et d'autres instruments sophistiqués. S'ils n'en avaient pas, ils ont dû recevoir l'aide et les conseils de quelqu'un qui comprenait la structure de l'univers. Les premiers astrologues étaient bien sûr des prêtres et des magiciens. Ils cataloguaient systématiquement les objets visibles dans les cieux en les nommant et en interprétant leur influence sur l'homme et les événements humains. L'astrologie est devenue la première science mathématique. Pendant que les astrologues mettaient les mathématiques au travail, d'autres hommes plongeaient dans les mystères de la planète Terre, cataloguant les métaux, les éléments et les produits chimiques et apprenant à les combiner en de nouvelles formes. Ils étaient les alchimistes, les apprentis sorciers. Ils rêvaient de trouver un moyen de transformer le plomb en or. À certaines périodes de l'histoire, les alchimistes étaient soutenus par les rois, tandis qu'à d'autres périodes, ils étaient victimes de purges superstitieuses qui les forçaient à se réfugier dans la clandestinité. Leurs sociétés secrètes ont conservé et fait circuler des centaines de manuscrits mi-scientifiques et mi-mystiques. De nombreux alchimistes sont entrés dans le domaine après avoir rencontré des ultraterrestres et sont devenus les fiers, quoique furtifs, prédécesseurs d'hommes comme Sirius Tid. Les hommes qui ont étudié l'astrologie, l'alchimie et la magie en même temps ont servi l'élite instruite pendant de longues périodes de l'histoire, agissant comme prêtres, scientifiques et éducateurs. Certains d'entre eux appartenaient également à un autre groupe d'élite, les maîtres tailleurs de pierre, et ils ont pu mettre à profit leurs connaissances polyglottes en concevant de grands monuments en pierre et en mettant au point les méthodes de construction.
Avec le temps, ces maîtres maçons ont formé une fraternité pour préserver leurs secrets occultes et s'entraider lorsqu'ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre à la recherche de travail. Ce fut le début de l'ordre maçonnique. Au fil des siècles, l'ordre s'est élargi pour inclure des hommes d'affaires, des éducateurs et des dirigeants. Bien que le mouvement maçonnique moderne soit considéré avec une certaine suspicion par les différents groupes de maçons, les ufologues se plaisent à souligner que la plupart des hommes qui ont signé la déclaration d'indépendance étaient des maçons, comme l'était Joseph Smith, fondateur de la religion mormone. La tradition maçonnique a trouvé sa place dans nombre de nos symboles et institutions gouvernementales, y compris le Grand Sceau des États-Unis qui porte le slogan Novus Ordo Seclorum, un nouvel ordre pour les âges. Le dessin du Grand Sceau est censé avoir été remis à Thomas Jefferson dans son jardin un soir par un mystérieux étranger vêtu d'une cape avec une capuche sur la tête. Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs de tous les temps, a déclaré un jour à un journaliste: Nous ne pouvons même pas affirmer avec certitude que certains d'entre eux, les ultraterrestres, pourraient ne pas être présents ici dans ce monde qui est le nôtre, au beau milieu de nous, car leur constitution et leur manifestation de vie peuvent-elles être telles que nous ne pouvons pas les percevoir. Pendant son enfance, Tesla s'est rappelé: Je souffrais d'une affection particulière due à l'apparition d'images qui étaient souvent accompagnées de forts éclairs de lumière. Lorsqu'un mot était prononcé, l'image de l'objet désigné se présentait de façon si vive à ma vision que je ne pouvais pas dire si ce que je voyais était réel ou non. Même si je tendais la main et passais ma main à travers l'image, elle restait fixe dans l'espace. Les émissions de radio anormales ont également joué un rôle déconcertant dans les assassinats. 4 minutes après que le président Kennedy ait été abattu à Dallas, au Texas, en 1963, quelqu'un diffusait sur les ondes de la police de Dallas offrant une description de Lee Harvey Oswald. C'est bien avant que la police n'ait entendu parler d'Oswald ou ait eu des raisons de penser qu'il était impliqué dans l'assassinat. Aucun des dispatchers réguliers de la police n'avait diffusé cette alarme. Qui l'a fait ? La question reste sans réponse. Immédiatement après que le révérend Martin Luther King ait été abattu à Memphis, dans le Tennessee, en 1968, une fausse émission sur la bande de la police a envoyé toute la police se précipiter du mauvais côté de la ville, tandis que le tueur présumé partait sans encombre dans l'autre direction. Nos farceurs radio sont un fait, pas un mythe. Ils opèrent dans toutes les langues et sont évidemment équipés d'émetteurs rares et spécialisés si puissants qu'ils peuvent noyer tous les signaux conventionnels. Leurs entreprises sont généralement inutiles, parfois nuisibles, jamais explicables. Cela doit être une opération très coûteuse si elle est purement terrestre. Mais beaucoup de ces incidents rappellent le travail malicieux de nos ultraterrestres. Dans la tradition des sciences occultes et des ovnis, il existe des centaines de rapports de témoins qui affirment avoir parcouru en voiture ou à pied des distances incroyables, parfois des centaines de kilomètres dans des laps de temps incroyablement courts. C'est comme s'ils passaient dans une autre dimension où le temps et l'espace ont une relation différente. Dans les temps anciens, les ultraterrestres ont établi des religions parmi les hommes qui, bien qu'elles semblent bienveillantes, ont introduit la pratique de faire des sacrifices humains aux dieux. Ce rite sacrificiel barbare a été commun à travers l'Europe, l'Asie, le Pacifique et l'Amérique du Sud pendant des milliers d'années. Seuls les plus beaux spécimens de la tribu étaient acceptés pour le sacrifice de jeunes vierges et de jeunes hommes musclés. Dans la plupart des cultures, les victimes étaient volontaires. C'était en fait un très grand honneur. Elles étaient fêtées avant d'être conduites dans un haut lieu saint ou au sommet d'une pyramide. Dans certaines cultures, on les emmenait sur une île sacrée et on les laissait là. Ils étaient toujours partis le mois ou l'année suivante lorsque la tribu revenait avec de nouvelles victimes sacrificielles. Le sacrifice physique s'est poursuivi jusqu'à l'époque biblique et a persisté dans certaines cultures jusqu'à il y a quelques siècles seulement. Les inquisitions brutales du Moyen-Âge ont fait des millions de victimes et ont entraîné la disparition massive de personnes qui ont probablement été emmenées dans un donjon pour ne plus jamais être revues. Des hommes en robe et en cagoule frappaient les portes au milieu de la nuit et entraînaient des familles entières. Le dossier montre que les ultraterrestres ont besoin d'êtres humains physiques. Autrefois, ils étaient assez ouverts à des spécimens exigeants pour répondre à ce besoin. Mais les temps ont changé et leurs méthodes sont plus subtiles. Des milliers de personnes disparaissent chaque année sans laisser de traces, sans compter les centaines de milliers qui fuient la loi, les créanciers et les conjoints. Autrefois, ils exploitaient la race humaine sous l'apparence de dieux bienveillants vivant au sommet des collines. Aujourd'hui, ils nous exploitent par le biais du mythe moderne des visiteurs extraterrestres venus d'étoiles lointaines. Des centaines de livres sur le mouvement nazi ont été écrits depuis la Seconde Guerre mondiale, dont beaucoup ont été écrits par des proches d'Hitler et les membres du cercle intérieur nazi. Un thème récurrent dans cette littérature est la médiumnité d'Hitler et son apparente possession démoniaque. Ces étranges crises de type épileptique étaient des manifestations classiques de la possession. Le docteur Achille Delmas a écrit « Une personne proche d'Hitler m'a dit qu'il se réveillait la nuit en criant et en ayant des convulsions. Il appelle à l'aide et semble à moitié paralysé. Il émet des sons confus et inintelligibles, haletants comme sur le point d'étouffer. Souvent, en pleine conscience, Hitler s'écrie soudain « Il est là, dans le coin !»
Il indiquait un espace vide, voyant apparemment des entités que personne d'autre ne pouvait voir. Était-ce de la folie, ou bien Adolf Hitler était-il hanté par les ultraterrestres, voire dirigé par eux? On sait que de nombreux hommes du cercle restreint d'Hitler étaient membres de l'ancien ordre rosicrucien de Thulé, une société secrète qui est censée avoir vu le jour à Thulé au Groenland dans les temps anciens. Himmler, Hess et d'autres personnalités du parti nazi ont parlé en privé d'étranges objectifs. La création d'un nouvel ordre dans lequel les masses seraient robotisées pour servir à un cercle restreint de personnes qui à leur tour serviraient des forces surnaturelles indéfinies. Le docteur Joseph Goebbels, ministre de la propagande d'Hitler, a obtenu son doctorat avec une thèse sur les courants spirituels et politiques des premiers romantiques. En 1925, il a écrit « Je veux être un apôtre et un prédicateur ». Il devient plutôt un apôtre pour le petit ex-caporal étrangement hypnotique qui s'est mis à diriger le monde. Comme son patron, Goebbels avait un sens incroyable de l'histoire et la capacité d'influencer l'esprit de grands groupes de personnes. Hitler, dit-on, avait une présence si imposante et un esprit si brillant, si décisif, si logique en apparence, que lorsque les généraux et les fonctionnaires faisaient irruption dans son bureau, prêts à discuter avec lui des problèmes et des décisions, il repartait effrayé et impressionné, convaincu qu'il était le plus grand homme vivant. L'œil humain peut être comparé à un récepteur radio. Il est réglé pour ne détecter qu'une très petite partie du spectre électromagnétique, la gamme moyenne des ondes électromagnétiques connues sous le nom de lumière visible. Ainsi, toute onde accordée sur une fréquence supérieure ou inférieure à cette gamme est invisible à l'œil nu. Les preuves indiquent que les activités occultes et les ovnis sont en grande partie menées dans ces fréquences au-delà de la perception humaine. Les instruments fabriqués par l'homme, tels que les radars, sont accordés sur ces fréquences plus élevées et invisibles et peuvent parfois intercepter des objets invisibles à l'œil nu. Dans la tradition occulte, il existe un phénomène historique bien connu qui a été largement documenté pendant des siècles et qui a compromis des milliers de personnes, hommes et femmes. Ce phénomène implique l'apparition d'entités non humaines qui séduisent leurs victimes et ont des relations sexuelles avec elles. Un incube est un démon mâle qui s'attaque aux femelles endormies et fornique avec elles. Dans de nombreux cas, ces entités reviennent nuit après nuit. Ces amoureux des démons sont évoqués dans la littérature ancienne et les psychiatres connaissent bien le phénomène. Il semble aller au-delà du simple fantasme sexuel. Il existe parfois des preuves matérielles que la victime a eu des rapports sexuels réels. De temps en temps, les cas de ce type font l'objet d'une publicité mondiale. Une dépêche de Reuters de Pretoria en Afrique du Sud a examiné un cas de ce type en avril 1968. Une veuve du nom de Madame Anna de Rovera a protesté auprès des autorités que sa maison était hantée. En février 1968, un soir, elle a trouvé un homme vêtu de gris assis sur son porche. Lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il voulait, il s'est simplement levé et est entré dans la maison par la porte d'entrée qui était pourtant bien fermée. Le mystérieux étranger est apparu fréquemment par la suite, envahissant souvent sa chambre et lui faisant des avances amoureuses. Il y a environ un mois, après m'être couché un soir, j'ai vu une sombre apparition sortir de la cuisine. Elle était couverte de longs cheveux, et je me souviens en particulier de ses longs doigts courbés. Ses enfants ont également vu ce spectre. Madame Rovera a fait appel à la mairie de Pretoria pour obtenir un nouveau logement. La contrepartie féminine de l'incube est connue sous le nom de succube, une entité féminine qui se matérialise dans la chambre des mâles et les séduit. Le phénomène des succubes est très réel pour les prêtres et les moines, et il existe d'innombrables cas où les femmes ravissantes se sont soi-disant matérialisées dans leurs cellules et ont essayé de les attirer pour qu'elles profitent des péchés de la chair. Le docteur Jacques Vallée a fait des recherches approfondies sur ce type d'événements, fouillant dans les archives de l'Église catholique et dans la littérature démonologique. Les incubes et les succubes ont traditionnellement été considérés comme des manifestations du diable. Des variations sur les grilles apparaissent partout, dans les bandes dessinées, dans la mauvaise science-fiction, même dans la vieille série Star Trek. Ce visage anguleux, avec ses yeux fixes et sa bouche serrée, est devenu une partie de notre vie à tous, si étrange et pourtant si vaguement familière. Certaines personnes s'en souviennent encore comme d'une menace, comme notre peur des araignées et d'autres bestioles rampantes. Certains deviennent même hystériques lorsqu'ils les voient sur la couverture des livres ou dans les illustrations des tabloïds et des magazines cultes. Les religieux reconnaissent les grilles comme des larbins du diable. À l'époque où les anges en rut étaient très actifs au Moyen-Orient, les gens voyaient aussi des chérubins et des chérubines. Là encore, les artistes religieux nous ont fait une injustice en présentant les chérubins comme de mignons petits bébés aux joues rouges et aux sourires joyeux. En fait, les autorités bibliques pensent que les chérubins étaient en réalité des monstres, parfois avec des ailes, souvent avec des visages d'animaux ou les visages anguleux de nos gris. Dans le livre d'Enoch, on nous raconte comment Enoch a visité une terre lointaine, peut-être sur une autre planète, où il a vu le sinistre Grégory, décrit comme ressemblant beaucoup au gris, marmonnant alors qu'il passait en trombe. Nos gris marmonnent aussi beaucoup de choses insensées, selon les percepteurs qui se souviennent, sous hypnose, d'avoir été traînés à bord de leur machine volante.
Une grande partie de la race humaine se bat encore contre des forces invisibles qui peuvent brouiller nos perceptions, jongler avec nos émotions et jouer à toutes sortes de jeux avec notre fragile psychisme. Au cours des 3 dernières années, nous avons publié 2 articles de magazines populaires sur ces envahisseurs de chambres à coucher et nous avons été étonnés par la quantité de courriers que ces articles ont reçus. De nombreux lecteurs nous ont écrit pour nous faire part de leurs propres expériences de ce phénomène étrange. Dans la plupart des cas, ces expériences n'ont eu lieu qu'une seule fois et n'ont été accompagnées d'aucune autre manifestation. Dans plusieurs autres cas, les témoins ont connu une paralysie totale du corps. Le témoin s'est réveillé mais n'a pas pu bouger un seul muscle en présence de l'apparition. Ce même type d'akinésie s'est produit dans de nombreux cas de débarquement d'ovnis. Il s'agit peut-être d'un mince fil conducteur pour une théorie, mais nous avons maintenant plus qu'assez de données pour suspecter que l'ovni et les expériences dans la chambre à coucher sont des visions irréelles et des hallucinations induites alors qu'ils sont à moitié éveillés. De telles visions pourraient être créées par une sorte de processus hypnotique ou par des ondes d'énergie électromagnétique qui envoient des pensées et des impressions directement au cerveau. Cela signifie que l'expérience n'est pas entièrement subjective, mais qu'elle est causée par une influence extérieure inexplicable. L'esprit est incontestablement impliqué dans de nombreuses expériences ovnis et psychiques, et très probablement dans un certain nombre de nos observations de monstres les plus bizarres. Ainsi, nous ne voyons que ce que le phénomène veut que nous voyions, et nous ne nous souvenons que de ce qu'il veut bien que nous nous souvenions. Autrefois, les cavaliers fantômes étaient très présents dans les histoires de fantômes. Aujourd'hui, ils ont été remplacés par des voitures mystérieuses qui ont l'inconfortable talent d'apparaître et de disparaître soudainement dans les airs. Le phénomène, semble-t-il, suit le rythme de nos déplacements technologiques. Les monstres les plus redoutables peuvent habiter les recoins sombres de notre esprit en espérant que nous les libérions par nos croyances et notre crédulité. Le phénomène se nourrit de la peur et de la croyance, parfois il nous détruit complètement, d'autres fois il nous conduit vers le haut dans les labyrinthes des fréquences électromagnétiques qui forment un rideau entre nous et une autre réalité non perçue. De temps en temps, les habitants enjoués de cet autre monde grimpent à travers les rideaux dans les zones que nous appelons fenêtres et ils nous traquent pour boire notre sang et créer toutes sortes de croyances et d'idées faussement malicieuses dans nos petits esprits terrestres faibles. Au XIVe et au XVe siècle, les vampires se déchaînaient en Europe centrale tandis que les fées et les petites gens engloutissaient littéralement tout le territoire entre l'Allemagne et l'Irlande. Les animaux ont disparu ou ont été retrouvés vidés de leur sang. Les gens ont également disparu. Les gens continuent de disparaître. Plus de 100 000 personnes disparaissent chaque année rien qu'aux États-Unis. Bien sûr, la majorité d'entre elles ne font que fuir les créanciers, la loi et les conjoints non désirés. Certains se retrouvent au fond d'un fleuve à la suite d'un acte criminel, mais environ 15 000 d'entre eux disparaissent dans des circonstances les plus incroyables. Un père de famille entre dans son jardin pour tondre la pelouse, on ne le reverra plus jamais. Une serveuse sort d'un restaurant pour mettre une pièce dans un parc-mètre et disparaît à jamais. Une famille de 5 personnes dans une banlieue se fond dans le néant, laissant derrière elle tous ses vêtements, ses comptes bancaires, la voiture familiale. Nous avons des douzaines de cas déroutants dans nos dossiers. Et les animaux. Quelque chose a toujours abattu nos chiens, nos chats, nos chevaux et nos vaches. L'abattage est insensé et très mystérieux. Aujourd'hui, nous commençons à attribuer la responsabilité de ces événements aux soucoupes volantes, en particulier en Amérique du Sud. Il y a quelques années, nous blâmions les abominables marécages, les fées et les vampires. Il y avait vraiment un joueur de flûte qui attirait un grand groupe d'enfants à Hamelin au Moyen-Âge. En 1212, 50 000 enfants ont participé à la croisade des enfants et ont disparu. Des villages entiers ont disparu. Il existe de nombreux exemples bien documentés à ce sujet. Il existe également des preuves archéologiques que des villes anciennes entières ont été soudainement privées de leur population en un seul jour. Les soucoupes volantes ne sont qu'un autre cadre de référence pour nous fournir une explication acceptable de certains de ces événements grotesques. Un phénomène invisible nous traque toujours et manipule nos croyances. Nous ne voyons que ce qu'il a choisi de nous laisser voir, et nous réagissons généralement exactement de la manière dont il pourrait s'attendre à ce que nous réagissions. Toutes les cultures du monde ont des légendes et des histoires sur la même chose, même les tribus complètement isolées du Pacifique et les villages reculés de l'intérieur de l'Amérique du Sud. Un groupe d'adeptes de soucoupes volantes pense qu'une grande force de police intergalactique veille sur nous. Même dans la Bible, on nous dit que les ovnis sont terrestres et conçus pour nous espionner. Cela est expliqué assez clairement dans Zacharie 5.1.5 et dans de nombreuses autres sections. Si vous passez en revue les milliers de livres disponibles sur les phénomènes psychiques, vous trouverez de nombreux parallèles précis et surprenants. Nous n'avons pas affaire à des fantômes ou à des visiteurs extraterrestres, nous faisons plutôt face et avons toujours fait face aux habitants d'un monde invisible qui nous entoure. Dans le texte original de la Bible, le mot Sheol était fréquemment utilisé et il signifiait « monde invisible ». D'une certaine manière, il a été traduit par « enfer » et on lui a donné un sens entièrement nouveau. En mai 1969, Sir Victor Goddard, un maréchal de l'air de la Royal Air Force, a prononcé un discours devant des journalistes britanniques spécialisés dans les ovnis. Dans ce discours, il a déclaré « Le monde
astral de l'illusion qui, sur la base de preuves psychiques, est largement habité par des esprits enclins à l'illusion est bien connu pour ses multiples activités imaginatives et ses exhortations. Apparemment, certains de ses habitants sont désireux d'incarner les principautés et les pouvoirs. D'autres se prononcent sur la moralité, la spiritualité, la divinité, etc. Tous ces représentants de l'astral qui invoquent la conscience humaine sont peut-être sincères, mais nombre de leurs thèses peuvent être conçues pour propager un fantasme particulier ou pour satisfaire un besoin technologique invétéré et permanent du progrès matérialiste ou simplement pour étonner et déranger les crédules pour le diable. Ces dernières années, des milliers de personnes ont été confrontées à d'étranges entités qui ont, en effet, incarné des principautés et des pouvoirs. Ils ont parlé de grandes super-civilisations dans le ciel et ont soigneusement nourri les croyances cultuelles, mais en fait ils ne faisaient que promouvoir un fantasme spécial, conçu peut-être pour nous détourner de la suspicion qu'ils nous exploitaient d'une certaine manière. Le phénomène a créé des cultes et les cultes ont créé des causes insensées. Les enquêteurs amateurs et leurs organisations ont fait beaucoup de mal. Ils ont accusé des innocents de mentir et d'être des idiots. Nous savons, grâce à nos propres expériences et enquêtes, que des milliers de personnes ont vu exactement ce qu'elles ont rapporté. Nous ne mettons pas en doute leur fiabilité ou leur santé mentale, mais nous pensons que la recherche sur ces questions doit être exhaustive et beaucoup plus systématique qu'elle ne l'a été. Nous espérons qu'à l'avenir, davantage de personnes raconteront leurs histoires afin que nous puissions disposer d'un volume de données encore plus important. Plus important encore, nous devons commencer à isoler et à examiner les facteurs psychologiques subjectifs qui produisent parfois des confusions et des effets hallucinatoires complexes. Le phénomène central semble avoir la capacité de contrôler l'esprit humain et au lieu de ridiculiser et de condamner les personnes qui en souffrent, nous devrions les étudier attentivement. Grâce à ces personnes, nous pourrions éventuellement être en mesure de démêler les nombreux aspects et problèmes cachés. Une fois de plus, nous devons souligner que nous ne pensons pas que ces témoins soient fous ou qu'ils aient besoin d'un traitement médical et psychiatrique. Nous nous intéressons à l'expérience paranormale telle qu'elle est induite par des conditions et des influences anormales. Nous avons cité des dizaines d'incidents au cours desquels la manie du monstre s'est emparée des comtés entiers, voire d'États entiers. Ces dernières années, les vagues de soucoupes volantes ont créé une manie des ovnis, des milliers de personnes se déversant nuit après nuit dans des zones de volets ou de fenêtres dans l'espoir d'apercevoir ces objets mystérieux. La manie des monstres et la manie des ovnis sont toutes deux la même chose et n'ont jamais été étudiées par les sociologues et les psychologues. Une seule étude de ce type a été menée. En 1939, un groupe de Princeton a mené une étude sur la panique produite par les célèbres émissions de radio Invasion from Mars d'Orson Welles. Des études similaires devraient être menées en profondeur dans des endroits comme la Virginie occidentale. Nous pensons que les psychologues constateront que la curiosité dépasse de loin la peur et la panique réelle dans les zones de rabat. Pour reconnaître toute la nature du phénomène, vous devez en étudier soigneusement toutes les parties. La sorcellerie, le vaudou, le spiritualisme et la magie noire sont aussi importants que les petits hommes verts et les géants aux yeux verts brillants. Lorsque vous commencerez à comprendre comment ces nombreuses parties s'imbriquent les unes dans les autres, vous découvrirez que le monde invisible a exercé une influence particulière sur les affaires de l'homme. Cela vous mènera à une étude de l'histoire humaine et, finalement, à la philosophie. Il y a plus de 200 ans, les étudiants en phénoménologie ont commencé à reconnaître ces liens et des concepts philosophiques abstraits se sont lentement développés. Des centaines de scientifiques et de physiciens de premier plan, de Thomas Edison à Albert Einstein, ont saisi ces problèmes plus larges. Des milliers d'ouvrages longs et soigneusement étudiés ont été publiés définissant pleinement ce que nous ne pouvons qu'évoquer ici. Personne ne peut prétendre connaître toutes les réponses, mais nous apprenons enfin à poser les bonnes questions. Il y a des choses sur cette planète et autour d'elle qui dépassent de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Les monstres qui traquent nos routes et nos champs ne sont qu'une partie de ce quelque chose d'autre. Il est temps pour nous de mettre fin à toutes ces absurdités. Il est temps de démasquer les vrais coupables et de leur dire que nous n'aimons pas beaucoup nous faire sucer le sang et nous faire embrouiller le cerveau. Hollywood, les occultistes et les auteurs de science-fiction nous parlent de changeurs de forme, qui peuvent apparaître sous n'importe quelle forme pour nous bercer ou nous terrifier. Les anciens Égyptiens et les Indiens savaient tout cela. Les manuscrits tibétains l'expliquaient déjà. La physique des particules et l'astronomie moderne nous rapprochent de la vérité autrefois lointaine. Il se peut qu'il n'y ait rien d'autre qu'une profonde obscurité alors que nous plongeons vers une destination inconnue, entourée par les lueurs d'un univers ancien et perdu. Nous sommes des cellules corporelles et nous avons du mal à visualiser les formes d'énergie invisibles à notre perception limitée, capables de jouer avec les circuits électriques de notre cerveau et de nous inculquer ces fantasmes. De temps en temps, nous apercevons les lumières et les ombres de leur monde. Nous acceptons les vieux yeux rouges avec la même peur et les mêmes interprétations erronées que nous appliquons aux fantômes, aux gobelins et aux extraterrestres des vaisseaux spatiaux qui se dissolvent devant nous. Il n'y a rien d'autre dans l'espace que du noir et rien d'autre que des signaux soigneusement brouillés dans nos esprits désorganisés. Une question qui est rarement posée sur le mystère des soucoupes volantes est la suivante. Qui en profite ?
Le résultat majeur de l'énigme des ovnis a été l'intérêt créé pour la vie extraterrestre. En 1950, aucun astronome ou scientifique de renom n'était prêt à spéculer sur l'existence de la vie sur d'autres planètes. La plupart se sont moqués de l'idée en la qualifiant de fantasme. 10 ans plus tard, cependant, presque tous les grands astronomes et cosmologistes écrivaient des tonnes d'articles et donnaient des conférences enthousiastes sur la possibilité de vie sur d'autres mondes. Soudain, l'exobiologie, l'étude de la vie étrangère, est devenue une science respectée. L'homme responsable du plus connu des mythes modernes, les soucoupes volantes, a été oublié. Il a ensuite transformé les reportages sur les ovnis en un véritable sujet et a maintenu ce sujet en vie pendant les périodes de désintérêt total du public. Il s'appelait Raymond A. Palmer. Né en 1911, Raymond Palmer était atteint de nanisme et a subi de graves blessures qui l'ont laissé partiellement paralysé. Il a eu une enfance difficile en raison de ses infirmités et comme beaucoup de jeunes hommes isolés à l'époque de la pré-télévision, il a cherché à s'évader dans des romans à 10 cents, des magazines bon marché imprimés sur du papier grossier, remplis d'histoires horribles produites par des écrivains payés 1 centime par mot. Il est devenu un fervent amateur de science-fiction et pendant la Grande Dépression des années 30, il est actif dans le domaine du fandom, une sous-culture des fanzines. En 1930, Palmer vend sa première histoire de science-fiction et en 1933, il crée le club du prix Jules Verne qui décerne chaque année des prix pour les meilleures réalisations dans le domaine de la science-fiction. Écrivain à l'imagination robuste, Palmer a pu gagner beaucoup d'argent pendant les jours sombres de la dépression, sans doute grâce à son sens de l'humour malicieux, une évolution heureuse motivée par ses malheureux problèmes physiques. La douleur était sa compagne de tous les instants. En 1938, la société d'édition Ziff Davis de Chicago achète un magazine moribond intitulé Amazing Stories. Il a été créé en 1929 par Hugo Gernsback, qui est reconnu comme le père de la science-fiction moderne. Gernsback, ingénieur électricien, dirigeait un petit empire d'édition de magazines traitant de la radio et des sujets techniques. Il a également fondé Sexology, un magazine de pornographie softcore déguisé en science qui a connu un grand succès à une époque quelque peu conservatrice. William B. Ziff a décidé de confier les rênes de la rédaction à Ray Palmer, le jeune passionné de science-fiction de Milwaukee. À 28 ans, Palmer a trouvé l'œuvre de sa vie. En portant à 200 pages et jusqu'à 250 pages pour certains numéros, Palmer l'a délibérément adapté au goût des adolescents. Il l'a rempli d'articles de non-fiction et de remplissage sur la science et la pseudo-science, en plus de la formule habituelle de nouvelles mettant en vedette les fameux monstres aux yeux d'insectes aux prises avec de belles jeunes femmes en détresse. Beaucoup de ces histoires ont été écrites par Palmer lui-même sous divers pseudonymes tels que Festus Pragnell et Thornton Hare, ce qui lui permettait de compléter son maigre salaire en se payant l'habituel 1 centime le mot. Ses vieux copains du fandom contribuaient également au magazine avec un zèle qui dépassait de loin leur talent. En fait, sur la douzaine de magazines scientifiques vendus alors dans les kiosques à journaux, Amazing Story se classe facilement comme le pire du lot. Ses concurrents tels que Startling Story, Thrilling Wonder Stories, Planet Stories et le vénérable Astounding, rebaptisé Analog, employaient des écrivains professionnels comme Ray Bradbury, Isaac Asimov ou Ron Hubbard qui a plus tard créé la Dianétique et fondé la Scientologie. En comparaison, Amazing Stories était un déchet et les fans de science-fiction avaient tendance à s'en moquer. À la fin de 1945, Amazing Stories se vendait à 250 000 exemplaires par mois, un tirage étonnant pour un magazine de science-fiction. Des milliers de lettres se déversaient dans le bureau. Beaucoup d'entre elles offraient des preuves à l'appui décrivant des objets étranges qu'ils avaient vus dans le ciel et des rencontres étranges qu'ils avaient eues avec des extraterrestres. En septembre 1946, Amazing Story a publié un court article de W.C. Erfelin décrivant des expériences avec un vaisseau circulaire en 1927 à San Francisco. La contribution de Palmer à ce numéro était un roman de 30 000 mots, Les esclaves de l'espace, traitant des vaisseaux spatiaux qui visitaient régulièrement la Terre pour enlever des humains et les transporter sur une autre planète. D'autres histoires décrivaient l'amnésie, un élément très important dans les rapports sur les ovnis. En 1957, Palmer crée le magazine Flying Saucer. Pendant 7 ans, de 1957 à 1964, l'ufologie aux États-Unis est restée dans un vide total. C'était l'âge des ténèbres. Lorsqu'une nouvelle vague massive d'ovnis, la plus importante de l'histoire des États-Unis, a frappé en 1964 et s'est poursuivie sans relâche jusqu'en 1968, Palmer a augmenté le tirage de sa nouvelle revue Flying Saucer dans la presse et a touché un nouveau public. C'est Palmer et Palmer seul qui a maintenu en vie le sujet des ovnis et a attiré de nouveaux jeunes vers l'ufologie. Il a publié ses étranges livres sur le peuple mythique de Deros et a dirigé une entreprise de vente par correspondance de livres sur les ovnis qui avait été publiée après les différentes vagues des années 50. Ses partenaires dans l'entreprise Fate l'ont racheté, ce qui lui a permis de se consacrer à plein temps à ses activités dans le domaine des ovnis. Palmer a mis en place un système similaire au fandom de la science-fiction, mais avec lui-même comme noyau.
Il a contribué à inventer tout un système de croyances, un cadre de référence, le monde magique des soucoupes volantes, et il s'était érigé en roi de ce monde. Jusqu'en 1960, tous les grands astronomes ont catégoriquement nié la possibilité d'une vie extraterrestre. Puis, la NASA a commencé à verser de grosses sommes d'argent, l'argent des contribuables évidemment, pour l'étude de la vie sur d'autres mondes. Les astronomes ont alors sauté dans le wagon. Soudain, on nous a dit qu'il devait y avoir des milliards de planètes habitées. Comme nous ne disposons d'aucun échantillon de cette vie, et comme tous nos efforts avec les radiotélescopes n'ont pas permis de trouver la moindre trace d'une seule planète en dehors de notre système solaire, il est très difficile d'étudier cette vie. Nous avons versé plusieurs milliards de dollars dans ce trou à rats d'exobiologie. Maintenant que le train de la gravité est terminé, les astronomes se retirent tranquillement vers leur position d'avant 1960. La plus grande escroquerie astronomique des années 1970 était le trou noir. Elle a commencé comme un élément mineur dans un récit de science-fiction publié il y a une trentaine d'années. Pour faire simple, il s'agit de l'idée qu'une étoile mourante se réduit à une lourde masse, si lourde que la lumière ne peut pas s'en échapper. Par conséquent, elle est invisible et nous n'avons aucun moyen de détecter sa présence. L'écrivain scientifique Fred Warshawski l'a exprimé ainsi. Le physicien qui se trouve à l'extérieur du trou noir ne peut obtenir aucune information de l'intérieur et n'a aucun moyen de comprendre les lois qui le régissent. Sans cette compréhension, il n'y a pas besoin de chercher les lois puisqu'elles sont impossibles à comprendre. Le trou noir était une théorie infaillible car il n'y a aucun moyen de la tester, de la prouver ou de la réfuter. Un fourrage parfait pour les studios de Walt Disney. Les archéologues ont été occupés à enterrer plus de choses qu'ils n'en ont déterrées, ignorant tout ce qui ne correspond pas à leur théorie. Par exemple, ils nous disent que l'Amérique du Nord était inhabitée par tout le monde, sauf par les Indiens avant l'arrivée des Européens. Ils négligent toutes les tours et structures de pierre que l'on trouve sur ce continent, y compris des kilomètres de routes pavées à l'arrivée des pèlerins. L'écrivain Charles Fort a répertorié toutes sortes d'objets en métal, des épées et des haches aux pièces de monnaie qui ont été trouvées et datées comme étant précolombiennes. Quelqu'un exploitait le minerai et le charbon dans ce pays, et pompait le pétrole en Pennsylvanie avant que Colomb ne prenne la mer. Plutôt que de se débattre avec le problème de l'identification de ces mystérieux Nord-Américains, les archéologues ont choisi d'ignorer ces artefacts. La lâcheté intellectuelle n'est qu'un des problèmes de la communauté universitaire. Charles Fort a mis le nez dans la bêtise générée par leur charabia et leur analphabétisme. Ce n'est un secret pour personne que les publications académiques sont conçues pour protéger les inepties et dissimuler l'ignorance. Les personnes qui n'ont rien à dire et qui n'ont même pas la capacité de ne rien dire peuvent se cacher derrière la méthode académique pendant toute une vie. Pendant les 33 premières années de l'ère moderne des ovnis, 1947 à 1970, la théorie la plus populaire était que ces lumières et objets mystérieux appartenaient aux navires d'explorateurs ou de voyageurs venus d'ailleurs. Une poignée de maniaques et de penseurs véreux ont répandu la propagande selon laquelle les visiteurs extraterrestres affluaient vers cette boule de boue. Mais la grande vague d'ovnis de 1964 à 68 a attiré une nouvelle génération d'enquêteurs et de scientifiques. Ils se sont vite rendus compte que l'hypothèse extraterrestre était intenable, pour de nombreuses raisons. Ils se sont donc rabattus sur l'explication selon laquelle les objets venaient d'un autre endroit de notre existence. Cet ailleurs pourrait être aussi insaisissable que la légendaire quatrième dimension ou les autres plans de la tradition psychique. Charles Fort lui-même avait compris très tôt dans le jeu que les événements qu'il étudiait n'étaient pas inhabituels. Ils se sont produits année après année, siècle après siècle. Plus important encore, ils avaient tendance à se produire dans les mêmes lieux géographiques. Cela indique clairement que ces événements, qu'il s'agisse de poissons tombant du ciel ou des avions étranges ornés de lumière clignotante, sont inexorablement liés à la Terre. Ils font tout autant partie de notre environnement que les nuages, le vent, la pluie ou les éclairs. Charles Fort a perçu une vérité qui avait été ignorée par les scientifiques et les historiens. Notre monde a deux ensembles de lois naturelles. L'un d'eux nous dit des choses stupidement simples sur la gravité et la nature, l'autre nous dit que l'espace et le temps sont constamment déformés dans notre réalité et que nous sommes tous soumis aux lois encore indéfinies de ce second ensemble. Nous ne savons jamais quand nous pourrions franchir cette porte magique qui nous transportera soudainement à 10 000 km de distance. Nous ne savons jamais quand nous pourrions rencontrer une bête ou un être d'un autre endroit de notre existence. Des poissons peuvent pleuvoir sur nous, ou de la neige rouge, ou des nuages d'insectes qu'aucun scientifique ne peut identifier. Les soucoupes volantes continueront à faire vibrer nos fermes et nos marécages, comme elles le font depuis des milliers d'années. La science tente de travailler avec le premier ensemble de lois et elle arrive à trouver des trous noirs. Les magiciens, les occultistes et les médiums s'efforcent de manipuler le second groupe de lois. Dans les dernières années de ce siècle, la science et la magie fusionnent. Lorsque Charles Fort a étudié les événements bizarres du superspectre, un spectre d'énergie au-delà du connu et du visible, il a été obligé de se demander: s'il y a un esprit universel, doit-il être saint d'esprit ?